Aujourd'hui, on va décortiquer une maladie qui touche des centaines de millions de personnes, mais qui, pourtant, reste souvent dans l'ombre. Il s'agit de la bilharziose, aussi appelée schistosomiase. C'est une infection parasitaire qui peut avoir des conséquences vraiment dévastatrices. Le chiffre est juste énorme, plus de 200 millions. C'est le nombre estimé de personnes, surtout en Afrique, qui vivent avec ce parasite. Ce n'est pas qu'une statistique, non, c'est une véritable crise sanitaire mondiale, mais une crise silencieuse. Mais alors, c'est quoi exactement la bilharziose? Eh bien, c'est une maladie chronique provoquée par un petit ver, un parasite qu'on appelle le schistosome. Elle frappe le plus durement là où c'est déjà difficile, dans les communautés rurales, pauvres, qui manquent d'infrastructures de base. Ok, première étape pour bien comprendre. Qui est vraiment en danger? Et où est-ce que ce parasite se développe le mieux? En fait, le danger se cache là où la vie quotidienne se mêle à l'eau douce. Ça peut être un enfant qui se baigne pour se rafraîchir, un agriculteur dans ses rizières, un pêcheur, ou même un touriste qui ne se méfie pas. Le point commun entre toutes ces situations, c'est le contact avec une eau contaminée. Et ça arrive bien trop souvent quand il n'y a pas d'accès à des toilettes ou à de l'eau potable. Maintenant, intéressons-nous au grand méchant de l'histoire, le parasite lui-même, le schistosoma. Son cycle de vie, c'est toute une aventure assez machiavélique. Voilà à quoi ressemble son parcours. Ce qui est dingue, c'est qu'il a besoin de 2 maisons pour survivre. D'abord l'être humain, puis un petit escargot d'eau douce bien spécifique. Sans l'un ou l'autre, son cycle est brisé. Alors, comment est-ce que ce cycle infernal fonctionne? Tout commence avec une personne déjà infectée qui, sans le vouloir, contamine l'eau douce avec les œufs du parasite. Ces œufs vont éclore et les larves qui en sortent doivent trouver un escargot pour continuer leur développement. Une fois transformées à l'intérieur de l'escargot, elles sont relâchées dans l'eau. Et là, elles deviennent extrêmement infectieuses, prêtes à pénétrer la peau du premier humain qui passera par là. Et une fois que le parasite a réussi à entrer, que se passe-t-il dans le corps humain? C'est là que la deuxième partie de son voyage commence. L'invasion se fait par la peau. Parfois, ça peut provoquer une petite éruption qui gratte un peu, mais la plupart du temps, l'entrée du parasite passe complètement inaperçue. La personne ne se rend compte de rien, mais le ver, lui, est déjà à l'intérieur. Une fois dans le corps, le parasite migre. La première phase, l'invasion, dure quelques semaines et est souvent silencieuse. Puis, les vers deviennent adultes, s'installent confortablement, souvent près de la vessie ou des intestins, et commencent à pondre des milliers et des milliers d'œufs. Et ce sont ces œufs qui se retrouvent piégés dans les tissus qui vont causer d'énormes dégâts sur le long terme à cause de la réaction inflammatoire du corps. Il y a un signe qui, bien souvent, ne trompe pas, c'est la présence de sang dans les urines. C'est le signal d'alarme le plus clair, celui qui montre que les vers sont bien installés dans la vessie et qu'ils ont commencé leur travail de sape. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment grave. Si on laisse la maladie évoluer sans traitement, les conséquences peuvent être terribles. L'inflammation chronique, constante, que provoquent les œufs coincés dans la paroi de la vessie année après année, eh bien, ça peut finir par déclencher l'une des pires complications possibles, un cancer de la vessie. Mais ce n'est pas tout. Les dégâts peuvent être encore plus intimes. Le parasite s'attaque aussi au système reproducteur. Chez les hommes comme chez les femmes, il peut causer des lésions, des inflammations douloureuses, et dans les cas les plus tragiques, il peut même conduire à la stérilité. Bon, après ce tableau assez sombre, parlons des solutions. Comment est-ce qu'on détecte la maladie et surtout, est-ce qu'on peut la soigner? La confirmation du diagnostic est en fait assez simple. Il suffit d'analyser un échantillon d'urine au microscope et de chercher les œufs du parasite. Si on en trouve, c'est la preuve formelle. Il n'y a plus de doute possible. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe un traitement très efficace, un médicament appelé le praziquantel. Par contre, il ne suffit pas de prendre les comprimés. Le suivi est absolument essentiel pour être sûr que tous les parasites ont bien été éliminés. On ne parle de guérison qu'après plusieurs contrôles négatifs. Et malheureusement, pour les cas les plus avancés, où les organes sont déjà très abîmés, la chirurgie devient parfois inévitable. On arrive à la fin. La clé, sur le long terme, ce n'est pas juste de traiter, c'est d'empêcher les gens de tomber malades. Et pour ça, il faut briser le cycle du parasite. Pour gagner cette bataille, il faut agir sur plusieurs fronts en même temps. Il faut traiter les malades pour qu'ils ne contaminent plus l'eau. Il faut essayer de contrôler les populations d'escargots. Et surtout, il faut investir dans des infrastructures de base, des toilettes, de l'eau potable. Et au milieu de tout ça, il y a l'éducation. Expliquer comment le parasite se transmet et comment s'en protéger. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. On a le traitement, on connaît les stratégies de prévention. La question qui se pose, c'est pourquoi une maladie qu'on pourrait éviter continue-t-elle de faire autant de ravages? Ça nous rappelle que la santé, ce n'est pas juste une question de médecine. C'est aussi et surtout une question de pauvreté, d'accès aux ressources et d'éducation.